Même belle, de toute façon. أنا كملت الكور سي با. Alors, est-ce qu'on peut continuer le cours? Est-ce que vous avez des questions concernant les tumeurs cérébrales? Parce qu'avant que la connexion se coupe, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que pourquoi vous avez dit l'atteinte du nerf optique, c'est pas on a des troubles visuels, c'est pas des troubles oculomoteurs, d'accord? Est-ce que vous m'entendez? Si. D'accord. Il n'y a pas de question concernant les tumeurs cérébrales, c'est bon? Est-ce qu'on peut enchaîner et faire les hémorragies méningées ou non? Pas de question, pas de question, oui, oui, oui. Nous oui. Donc, on peut enchaîner le deuxième cours concernant les hémorragies méningées. D'accord. Alors, on va commencer les hémorragies méningées. Comme définition, on peut dire que plutôt les hémorragies méningées, c'est l'éruption du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. C'est l'éruption du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens de façon spontanée. Parce que vous avez les hémorragies méningées post-traumatiques. En introduction, on peut dire que c'est une affection grave par ses complications immédiates que nous allons voir après. Généralement, il faut chercher, toujours chercher la cause de ces hémorragies et les traiter. La fréquence des ruptures méningées est généralement la cause la plus fréquente des hémorragies méningées, c'est les malformations vasculaires. Dans 80%, ce sont les anévrismes cérébraux. Alors, l'épidémio, on peut dire que l'incidence mondiale des hémorragies méningées, je répète, hémorragie méningée spontanée entre parenthèses, puisque nous avons les hémorragies méningées post-traumatiques, c'est-à-dire primaires. C'est ça. Secondaire, c'est secondaire, généralement, elle est traumatique. L'incidence mondiale, elle est de 10 cas pour 100 000 habitants. Elle est variable selon les groupes ethniques et la région géographique. L'âge de pic est 50-60 ans. Généralement, c'est une prédominance féminine. Comme facteur de risque, c'est le tabac et l'éthylisme. La clinique, elle est marquée par des céphalies d'installation brutale. On arrive parfois, généralement, on arrive à
préciser l'heure exacte de survenue de cette hémorragie. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui se présente en consultation, il vous parle, il vous mentionne qu'il il se plaint de céphalée depuis 1 heure. Suite, il était en train de réaliser un travail. Donc, le patient peut vous décrire l'heure exacte de survenue de cette hémorragie céphalée. Donc, on peut arriver, on peut faire préciser l'heure exacte de survenue de l'activité en cours, vomissement et ou nausée, une photophobie et trouble de la conscience variable qui peut aller d'une simple obnubilation jusqu'au coma profond. À l'examen clinique, on peut avoir un syndrome méningé. Alors là, c'est un syndrome méningé fébrile ou non fébrile. Non fébrile, très bien. Donc, normalement, c'est un syndrome méningé apéritique. Si nous avons devant un patient qui présente un syndrome méningé fébrile, on pense à... Vous allez penser à quoi? Infectieux, oui. Mais quoi? Une méningite. Très bien. Vous allez évoquer au premier lieu une méningite. Alors, vous avez une raideur de la nuque, une prostration, agitation, signe de Kernig et Brudzinski. On peut avoir des troubles de vigilance qu'on peut classer selon le score de Glasgow. L'examen neurologique, elle est normale. Il n'y a pas de signe de localisation. Et on peut mettre en évidence un syndrome pyramidal frustre ou unilatéral. On peut, c'est-à-dire généralement, il n'y a pas de signe de localisation, mais des fois, on trouve un syndrome pyramidal frustre. Une médriase unilatérale par atteinte directe du 3, c'est-à-dire généralement une médriase unilatérale par atteinte du 3 est hautement évocatrice d'un anévrisme de la carotide supraclinoïdienne. C'est-à-dire, nous avons un anévrisme géant de la carotide qui comprime le 3. Il n'est pas en relation avec l'hémorragie méningée, mais c'est un anévrisme qui a donné l'hémorragie et qui est en train de comprimer le 3. Vous avez compris. C'est-à-dire, ce n'est pas l'hémorragie qui va donner l'atteinte de 3, mais c'est l'anévrisme en lui-même, la cause de cette hémorragie, et les géants et qui va comprimer ce 3. Vous avez compris? Et là, vous n'avez pas de fièvre, c'est-à-dire, je vous ai dit qu'il n'y a pas de syndrome fébrile. Là, vous n'avez pas compris. Alors, j'ai mis une médriase unilatérale. On peut avoir une atteinte du 3. Une atteinte du 3 qui n'est pas en relation avec l'hémorragie méningée. Ce n'est pas l'hémorragie méningée qui va donner cette atteinte du 3. Mais l'atteinte du 3, elle est secondaire à un anévrisme. C'est un anévrisme géant de la carotide qui va comprimer le 3. C'est-à-dire, vous avez un anévrisme géant de la carotide qui va comprimer le 3 et qui va donner une médriase unilatérale. Ce n'est pas l'hémorragie méningée. Cet anévrisme, on a dit au début du cours que la cause la plus fréquente des hémorragies méningées, c'est les anévrismes. C'est-à-dire, je peux avoir un anévrisme géant qui va comprimer le 3 et va donner une médriase unilatérale. Et il va donner cet anévrisme, c'est lui qui va donner l'hémorragie méningée. D'accord? Vous avez compris. Très bien. Donc, il faut retenir que l'hémorragie méningée, elle évolue. C'est un syndrome méningé apéritique. Là, c'est les signes d'examen neurologique. On peut le classer, c'est-à-dire selon la WFNS, FNS, c'est la World Federation Neurosurgery. Elle est basée sur le grade Glasgow, les déficits moteurs. Vous voyez que là, le grade 1, Glasgow, il est 15 sur 15. Alors, il n'y a pas de déficit moteur. Le grade 2, 13-14, Glasgow, le déficit moteur absent. Le grade 3, 13-14, le déficit moteur, il est présent. Le 4, 7 à 12, avec présent ou absence de déficit moteur. Le 5, 3 à 6,
présent ou absent. Alors, j'ai mis là le Glasgow. Vous connaissez le Glasgow? Le Glasgow, il est basé sur 3 critères qui sont alors, qui sont alors je vais un peu aller un peu vite. L'ouverture des yeux, très bien, la réponse verbale et la réponse motrice. Alors, si je dis l'ouverture des yeux, elle est cotée sur combien? L'ouverture des yeux, elle est cotée sur combien? 3, c'est pas 3. 4, très bien, c'est 4. Et la réponse verbale, elle est sur la réponse verbale sur 5, très bien. Et la motricité sur 6. Donc l'addition va nous faire 4, 5, 6. L'addition va faire 15. 15 sur 15, c'est un patient conscient. 15 sur 15, c'est un patient conscient. Alors, on parle d'un coma à partir de quel score? 7, c'est plus. C'est 8. D'accord. 8 sur 15, c'est un patient comateux qui nécessite une intubation. D'accord. Alors, l'examen complémentaire des hémorragies méningées, c'est la TDM, à l'objectif une hyperdensité spontanée des citernes, de la base, des espaces sous-arachnoïdiens et de la convexité et parfois des ventricules. Parfois, c'est-à-dire on va trouver une hyperdensité au niveau des espaces. Vous voyez ça, c'est la vallée selvienne. C'est l'hémorragie méningée. Donc, les espaces, vous avez vous allez avoir une inondation aux espaces sous-arachnoïdiens. Vous allez avoir sur le scanner une hyperdensité. Dans quelques cas, il peut montrer une malformation vasculaire responsable. En cas de gravité clinique, il peut préciser l'origine d'hémorragie, c'est-à-dire si le patient est mal scoré, on va faire un scanner et on va trouver une inondation ventriculaire majeure avec une hydrocéphalie aiguë qui peut expliquer l'état neurologique de ce patient. Alors, j'ai mis ça, ponction lombaire. La ponction lombaire, je parle toujours, je le dis, la ponction lombaire, elle devient utile lorsque le scanner il est normal. C'est-à-dire, c'est un patient qui consulte en urgence. La clinique nous oriente vers un syndrome méningé par hémorragie méningée. Et je fais un scanner, je trouve qu'il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas cette hyperdensité au niveau des systèmes et que je n'arrive pas à comprendre. Je dois faire une ponction lombaire à la recherche d'une hémorragie au niveau du LCR. D'accord. Donc, l'hémorragie, plutôt la ponction lombaire, trouve son indication lorsque le scanner est normal. Quelle est la contre-indication de la ponction lombaire? Très bien, l'HIC, c'est-à-dire HIC. Développer plus. D'un papillaire, très bien. C'est-à-dire, généralement là, c'est au stade, écoutez, au stade clinique. C'est-à-dire, stade clinique, si j'ai un patient comateux, malgré si je fais, c'est-à-dire, si je vais faire, je fais un scanner, je trouve pas, il n'y a pas de signes radiologiques qui peuvent expliquer l'état, il y a une contre-indication à la ponction lombaire. C'est-à-dire, la ponction lombaire trouve son indication. Si le scanner il est normal, je dois faire une PL. Mais la PL, elle est contre-indiquée, comme vous avez dit, l'HIC, mais je développe plus, c'est-à-dire lorsque le patient est comateux. Il est dans un état
de conscience, lorsque son état de conscience ne permet pas de faire un PL, il y a un risque d'engagement. D'accord. Là, l'angiographie cérébrale, c'est l'élément du diagnostic. Donc, on va faire une opacification des quatre artères qui vascularisent le cerveau, à savoir, vous avez les deux carotides et les deux vertébrales. L'opacification à la recherche d'un anévrisme. D'accord. C'est l'examen clé qui va vous montrer l'origine ou la cause, l'étiologie de cette hémorragie. Les étiologies, on a parlé, on a dit, c'est les ruptures d'anévrisme artériel, c'est la cause la plus fréquente dans 80% des cas. Rupture d'une autre malformation vasculaire, c'est les MAV, malformation artério-veineuse, c'est les MAV, malformation artério-veineuse. Et des fois, on ne trouve pas de cause. Dans des rares cas, on ne trouve pas de cause. L'anévrisme artériel, il s'agit d'une hernie de la paroi artérielle en communication avec la lumière d'un vaisseau. Donc, il est diagnostiqué surtout entre 40 et 60 ans au moment de la rupture, mais celle-ci ne peut survenir à toute âge. Donc, vous voyez, il y a plusieurs définitions de cet anévrisme. C'est une hernie au niveau de la paroi antérieure, c'est cette image. C'est une hernie de la paroi antérieure, paroi artérielle, en communication avec la lumière, avec un vaisseau hémodynamiquement actif. Il y a d'autres définitions. On parle d'une ectasie, c'est une ectasie de la paroi artérielle avec un vaisseau hémodynamiquement actif. Le risque de rupture est de 6 à 12 par an. Le siège généralement de cet anévrisme, c'est au niveau de la partie antérieure du polygone de Willis. C'est la partie antérieure du polygone de Willis, donc 80 à 90% des cas que siège l'anévrisme. Si je dis la partie antérieure du polygone de Willis, c'est l'artère, les deux artères antérieures, l'artère communicante et l'artère moyenne. D'accord? C'est la partie la plus fréquente de cet anévrisme. C'est très bien. Là, c'est la partie la plus touchée par les anévrismes, alors que 10 à 20% siègent au niveau du tronc cérébral ou au niveau des artères cérébrales postérieures. Le mode de révélation de cet anévrisme, c'est l'hémorragie méningée. Vous voyez là, je vous ai dit au début du cours qu'il y a une atteinte de 3, on peut avoir une atteinte de 3 par un anévrisme géant qui va comprimer la troisième paire crânienne. Vous voyez ça, c'est un anévrisme géant qui va comprimer cette paire crânienne et qui va donner une anisocorie. D'accord? Le traitement de cet anévrisme, c'est l'exclusion par un clipage aux ligatures du collet, et on peut proposer un traitement. Généralement, c'est le traitement endovasculaire qui consiste à mettre des coils au niveau du vaisseau, au niveau de l'anévrisme plutôt, et on va obturer, pour dire définition simple, obturer cet anévrisme par des coils. C'est voilà. On va l'obturer par des coils, c'est un traitement endovasculaire. Ça ne nécessite pas la chirurgie, alors que la chirurgie, il faut aller ouvrir, découvrir l'anévrisme et le clipper, c'est-à-dire le clipage par le collet. D'accord? C'est ça le collet. On n'a pas donné cette définition au début. Le collet, c'est la partie où l'anévrisme s'attache avec le vaisseau. Le collet, là, c'est la partie haute, c'est le dôme, où il y a généralement rupture d'anévrisme, et là, c'est les parois latérales. Ça, c'est le collet. D'ailleurs, on définit l'anévrisme des fois par c'est un anévrisme à collet étroit, où on peut mettre les coils, on va le fermer, on va l'obturer par des coils. Lorsqu'il est large,
on ne peut pas mettre des coils puisqu'ils vont sortir et on propose un traitement plutôt un traitement chirurgical. C'est les clips. Vous avez compris? Très bien. Alors, l'angiographie, là, c'est une angiographie cérébrale de contrôle. Vous voyez là, c'est un anévrisme qui a fait l'objet d'un traitement endovasculaire, c'est-à-dire on a fait une obturation de cet anévrisme euh, par des coils. Les complications, on a dit au début du cours que l'hémorragie reste redoutable par ces complications, à savoir vasospasme, l'hydrocéphalie aiguë, HIC et la rupture. Alors, là, le vasospasme, qui est une complication redoutable, le vasospasme est défini comme une réduction réversible de la lumière des vaisseaux de l'espace sous-arachnoïde débutant le plus souvent entre G4 et G14. Donc, il y a une réduction réversible de la lumière des vaisseaux. Le vasospasme peut avoir un retentissement clinique, déficit neurologique ischémique retardé, qui apparaît dans 17 à 40% des cas suite à une hémorragie méningée. Vous voyez que le vasospasme, donc, c'est-à-dire vous avez une hémorragie qui va provoquer un vasospasme, c'est-à-dire une vasoconstriction des vaisseaux. Si j'ai un vasospasme, il y a une région qui va être dépourvue de sang, qui va être mal vascularisée. Et nous allons avoir un déficit neurologique. Parfois, vous allez voir, parfois, ça va être sévère, étendu. Lorsque ce vasospasme est sévère, étendu de longue durée, on peut évoluer vers l'infarcissement cérébral. Donc, le vasospasme, on peut avoir un vasospasme, on peut dire, réversible, comme on peut avoir un vasospasme qui va durer, qui va être sévère et qui va provoquer des lésions cérébrales irréversibles. Parfois, il est même à l'origine du décès des patients. L'HIC en hydrocéphalie aiguë. On peut avoir l'hémorragie méningée post-rupture anévrismale s'accompagne d'une HIC quasi constante pour les patients de grade clinique élevé. C'est-à-dire, lorsque vous avez un patient mal scoré, il faut penser toujours qu'il y a une HIC qui peut expliquer l'état de conscience de ce patient. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer l'état de conscience de ce patient. C'est l'hématome intracérébral qui peut accompagner cet HIC dans 20% des cas et être directement responsable de cet HIC, comme on peut avoir une hydrocéphalie qui résulte des troubles de la résorption du liquide spénal par le sang présent dans les espaces sous-arachnoïdiens peut se venir rapidement. Et cette hydrocéphalie, elle est redoutable, puisque c'est une hydrocéphalie d'installation aiguë. Elle ne laisse pas le temps au parenchyme de s'adapter. Donc, d'installation aiguë et qui peut donner des troubles, une hydrocéphalie d'installation aiguë et qui peut évoluer vers l'HIC et HIC rapidement vers l'engagement. D'accord? Il n'y a pas de temps comme l'hydrocéphalie de nourrisson où il y a du temps pour le parenchyme pour s'adapter. Vous avez des jonctions de suture, vous avez une augmentation de périmètre crânien, le crâne qui va augmenter de volume, et ça va laisser le temps au parenchyme de s'adapter. Là, vous avez une hydrocéphalie d'installation aiguë. Et c'est parmi les causes que je redoute plus, c'est l'hydrocéphalie aiguë. La rupture, c'est-à-dire si j'ai un anévrisme qui s'est rompu aujourd'hui, 28 juin, il y a un risque que
si il n'y a pas un traitement, qu'il y aura une re-rupture, c'est-à-dire la deuxième hémorragie est en général plus grave, c'est-à-dire qu'il faut agir rapidement. Si j'ai un anévrisme qui sera aujourd'hui 28 juin, il y a un risque qu'il va se rompre au mois de juillet ou bien dans une semaine ou deux, 3 semaines. Donc, si vous voyez, lorsque j'ai un anévrisme qui s'est rompu, il faut agir rapidement. Il ne faut pas laisser, puisque la rupture, la deuxième hémorragie, elle est généralement grave et souvent elle est mortelle. Comme autre étiologie, c'est les malformations artério-veineuses, c'est les MAV, malformations artério-veineuses, anomalies congénitales marquées par la persistance d'une connexion entre artères et veines sans interposition de lit capillaire. Vous savez bien qu'à l'état normal, nous avons une interposition d'un lit capillaire qui permet de faire des échanges gazeuses et nutritifs entre les cellules. Malheureusement, il y a dans les malformations artério-veineuses, il n'y a pas de cette interposition de lit capillaire. Il y a une malformation vasculaire. La malformation artério-veineuse, la fréquence, elle est de 14 pour 10 000 cas, touche tous les âges, mais plus fréquente chez l'enfant. Donc, vous voyez que c'est une malformation congénitale tout à fait normale, qu'elle est plus fréquente. On fait le diagnostic chez les enfants. La clinique, elle est marquée par l'hémorragie dans 50% des cas. On peut avoir de l'épilepsie ou le déficit moteur. Je reviens sur, dans les MAV, il n'y a pas de risque d'ischémie. C'est-à-dire, vous voyez, vous anticipez un peu les choses. Voilà, là, c'est un territoire, on a dit qu'il n'y a pas d'interposition du lit capillaire. Et vous voyez, c'est une région qui est mal vascularisée, et vous allez avoir que ce soit de l'épilepsie ou bien le déficit neurologique. D'accord? Non, il n'y a pas de risque d'ischémie. Elle est mal vascularisée, elle n'est pas dépourvue complètement. Elle est mal vascularisée. D'accord? Siège. Alors, les MAV siègent au niveau de n'importe quelle région du cortex. On peut avoir n'importe. C'est pas comme les anévrismes, on a dit que ça siège au niveau de la partie, c'est plus fréquemment au niveau de la partie, quelle partie de polygone de Willis pour les anévrismes. La partie antérieure, très bien. C'est la partie antérieure qui siège des anévrismes, alors que les MAV, elles siègent n'importe où au niveau du parenchyme. Donc, les malformations vasculaires siègent au niveau de n'importe quelle région du cortex et de la moelle épinière. Vous voyez que les malformations, les MAV, caractérisées par un nidus, par une afférence artérielle, c'est-à-dire l'artère nourricière, et par une veine de drainage. Là, j'ai mis ça. Vous voyez que là, nous avons une malformation artério-veineuse qui va se drainer au niveau du sinus longitudinal supérieur. Et là, ça pose un problème chirurgical énorme. Comment on va agir sur cette MAV? Là, j'ai mis ça. Alors, vous voyez là, c'est une MAV, malformation artério-veineuse qui est profonde. Vous voyez, elle est profonde. Alors, le traitement de ces malformations vasculaires, c'est la chirurgie. C'est exclure cette malformation artério-veineuse. Le traitement de référence, ça reste toujours l'embolisation, c'est le traitement endovasculaire, c'est les coils, comme on a dit pour les anévrismes. Pour la radiochirurgie, on peut la proposer pour les malformations artério-veineuses de petite taille, siégeant profondément ou bien dans une zone hautement fonctionnelle. C'est-à-dire, ça, ce sont les indications de la radiochirurgie. C'est les petites lésions qui siègent dans une zone hautement fonctionnelle.
on peut proposer la radiochirurgie. Sinon, c'est l'embolisation. Et comme troisième option, c'est la chirurgie. Un petit mot concernant autre malformation, ce sont les cavernomes. Les cavernomes, alors, les cavernomes sont des anomalies capillaires. Ils correspondent à une dilatation des capillaires. Les cavernes sont interposition du tissu cérébral entre les cerveaux anormaux. L'épidémiologie, on peut dire autrefois, les cavernomes étaient réputés rares car le diagnostic difficile, voire impossible, avant l'accident de rupture. Il était découvert par l'examen systématique des parois des hématomes intracérébraux opérés. Elle intéresse toutes les tranches d'âge. Là, un cas un peu d'épidémie, alors là, c'est-à-dire l'incidence, un cas pour 200 cas serait porteur d'un cavernome. Ce sont des études post-mortem, donc c'est un peu exagéré. 25% des cas sont des enfants. Les cavernomes sont relativement fréquents. Il existe des formes familiales. Personnellement, j'ai vu ça. C'est-à-dire, vous trouvez la maman porteuse d'un cavernome. On a vu que la fille, elle portait un cavernome et la grand-mère est décédée suite à une hémorragie méningée. Vous voyez un peu, c'est-à-dire il y a une composante, on peut trouver une composante génétique pour ces cavernomes. Leur siège est ubiquitaire, cortical, sous-cortical, noyau gris centraux, cervellé, transcérébral, donc elles siègent n'importe où. La clinique, c'est l'épilepsie dans 75% des cas. Donc leur principale traduction clinique est l'épilepsie. L'hémorragie dans 20% des cas. Elle peut se comporter comme des masses tumorales et comprimer les structures de voisinage. L'exploration, c'est la TDM, l'IRM, très souvent invisible à la tomographie. Donc, c'est l'IRM qui va vous poser le diagnostic d'un cavernome. L'exploration radiologique, je vous montre là l'image de cavernome, vous voyez là. Là, c'est un cavernome au niveau du tronc cérébral. Vous voyez la difficulté à aller opérer cette lésion. Le traitement chirurgical, mais la localisation reste l'élément essentiel à son indication. Certaines localisations sont inopérables, c'est-à-dire opérées, il y a un risque très important de provoquer des lésions, voire même la mort du patient. La prise en charge des accidents de rupture doit être la même pour les autres malformations. Traitement de l'accident hémorragique et traitement chirurgical du cavernome si celui-ci est possible. Le cavernome asymptomatique les cavernums doivent être opérés s'ils siègent en zone non fonctionnelle et si leur exercice ne fait pas courir des risques fonctionnels. Si vous avez des questions, on a terminé. Il nous reste 7 minutes, c'est ça. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.